Ici pour vous aider, dit Donald Trump au peuple iranien, à qui il lance un message. Je rappelle ces mots, soyez audacieux. C'est à vous de jouer désormais. C'est ce que dit en sous-texte Donald Trump. C'est ça, et j'aimerais revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants. En fait, en attaquant l'Iran, Trump joue sa survie politique. C'est un vrai coup de poker ce qu'il fait là. S'il réussit à renverser le régime des mollahs à travers cette intervention militaire, excusez-moi le terme, mais Trump sera le king. Ce sera un président transformateur. Il rentrera dans la grande histoire. Trump aura réussi là où tous ses prédécesseurs auront échoué, dont son grand rival Barack Obama. Barack Obama, Trump, on le sait, il convoite le prix Nobel de la paix. Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix en 2009. Comment refuser le prix Nobel de la paix à Donald Trump s'il réussit à renverser le régime des mollahs? Par contre, s'il échoue, si le régime des mollahs ne tombe pas, ce sera une humiliation pour Donald Trump à l'international face à ses concurrents que sont Xi Jinping et Vladimir Poutine. Et ensuite, il se fera sanctionner par sa base MAGA que vous mentionniez tout à l'heure, aux midterms, qui eux sont pour une partie... Donc les élections de mi-mandat. Oui, élection de mi-mandat, excusez-moi pour l'anglicisme. Non, parce que parfois après on se fait réprimander par certains téléspectateurs qui nous disent pas d'anglicisme, s'il vous plaît. Oui, élection de mi-mandat. Mais en préparant l'émission, j'ai vu une statistique intéressante. Il y avait un sondage Ipsos qui est sorti et qui disait qu'un quart des Américains approuvent l'intervention américaine en Iran. Seulement un quart. Sur un sondage Ipsos. Donc s'il n'y a pas de résultat, Trump joue peut-être sa présidence. Oui, il joue sa crédibilité aussi, effectivement. Raphaël Steinville. Mais non, ce qui est intéressant de souligner dans les propos de Donald Trump... Sur la table, c'est-à-dire soit la chute du régime iranien, le régime des mollahs, soit il change ce régime de logiciel, si je puis dire, et il se met à table pour négocier et se plier finalement aux exigences de Donald Trump. C'est ça, Benjamin? Oui, bien sûr, c'est ça. Benjamin, pourquoi je vous appelais Benjamin? Sean, pardon, excusez-moi. Je me disais qu'il me regardait bizarrement, mais c'est pas lui. Oui, c'est Sean, effectivement. Sean, pardonnez-moi. Non, mais pour revenir sur cette question de l'intervention américaine, c'est vrai que Trump a fait campagne sur le non-interventionnisme, mais il avait laissé dire, et également J.D. Vance l'a dit il y a 15 jours, et J.D. Vance, c'est vraiment l'idéologue America First. Donc, vous regardez ce que dit J.D. Vance. Trump, lui... il dit des bêtises de temps en temps, il s'emporte, mais J.D. Vance, c'est l'idéologue sérieux. Et même J.D. Vance, qui a fait la guerre en Irak, qui a été déployé en Irak quand il était jeune, donc il est vraiment pas interventionniste. Même lui a laissé dire, la ligne rouge, c'est la question du nucléaire. On ne peut pas laisser l'Iran obtenir l'arme nucléaire. C'est la ligne rouge. Et J.D. Vance a lui laissé dire il y a quelques semaines que si on doit mener des frappes militaires, c'est OK, on le fera. Car on ne peut pas laisser un régime qu'il considère comme voyou avoir l'arme nucléaire. Et donc Trump sera jugé sur la durée de cette intervention militaire. Donc si ça se limite à quelques frappes... Régime qui sponsorise le terrorisme, a dit Donald Trump aussi lors de ce message. J'aimerais qu'on écoute également Benyamin Netanyahou, puisque lui aussi s'est exprimé. Séparatistes, ce n'est pas vrai. Ils sont des Iraniens comme les autres. Il y a une forme de patriotisme assez fort chez eux. Et si vous regardez toutes les personnes qui ont été tuées par la République islamique ces derniers temps, vous voyez qu'en fait, il y a autant de monde qui vient des ethnies, des différentes ethnies qui existent en Iran, que des personnes qui sont considérées comme des Perses. Mais ce qui est important, il ne faut jamais oublier que l'Iran est un pays uni, que ce qui est important, que le prince Reza Pahlavi a dit à plusieurs reprises que les Iraniens y tiennent vraiment, c'est l'intégrité territoriale du pays. Et là, c'est quelque chose qui reste, je pense, vraiment non négociable pour tous les Iraniens. Voilà, j'espère qu'Alain Destex a sa réponse. Sean. Moi, je vois peut-être une difficulté, un rôle politique que pourrait jouer le fils du Shah, donc Reza Pahlavi. C'est celui du... En fait, c'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis une grande partie de sa vie. Et dans ce cas-là, s'il joue un rôle politique en Iran, une partie du peuple pourrait y voir une ingérence une ingérence occidentale en quelque sorte. Et ça pourrait être une difficulté dans un rôle politique futur.
Alors je vois qu'on n'est pas d'accord Non. de ce côté-là de la table. Je vous écoute. En fait, si vous regardez juste les Iraniens, nous sommes tellement égarés partout dans le monde. Chaque Iranien qui est partout dans le monde, en fait, chacun d'entre nous, c'est une force pour le futur de l'Iran. Je pense que vraiment dire que quelqu'un a vécu longtemps à l'extérieur de l'Iran, c'est pas un argument valable pour mettre en cause ses capacités politiques à pouvoir en fait réunir les Iraniens et amener une transition démocratique. Oui, nous sommes nombreux, des gens comme lui. Ça fait longtemps que nous n'avons pas que nous avons quitté l'Iran, ça fait longtemps que nous n'étions pas en Iran, mais est-ce que ça, c'est un argument politique pour dire que... Estimant, je cite, que l'Occident doit rester uni, faire preuve de retenue, éviter l'escalade afin de reprendre les négociations, là encore. Et pour sa part, Santiago Abascal, le leader du parti d'extrême droite Vox, lui parle d'un espoir qui naîtra de la chute d'un régime tyrannique qui massacre son propre peuple et le prive de liberté. Enfin, signaler qu'une centaine de membres de la diaspora iranienne vivant en Espagne s'est rassemblée aujourd'hui sur la Plaza del Sol, à la fois pour montrer leur inquiétude et leur désir de voir tomber au plus vite le régime iranien des mollahs. Merci beaucoup, Frédéric Trani. C'est très intéressant de voir effectivement le point de vue du gouvernement espagnol, gouvernement socialiste, parce qu'on peut presque faire le lien avec les réactions en France, et notamment d'une partie de la classe politique, et notamment de l'extrême gauche avec la France insoumise. Si on a la possibilité de lire quelques messages qui ont été postés après ces frappes, on a donc Aymeric Caron qui écrit sur X: Israël avec son gouvernement fasciste qui ne respecte aucune loi et méprise la vie est l'un des plus grands dangers pour la paix dans le monde. On a également Rima Hassan. Je ne sais pas si on peut voir le poste de Rima Hassan. L'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer. Voilà ce que dit l'eurodéputé insoumise Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon qui lui dit que la guerre n'est pas la solution mais le problème. Ce qu'elle déclenche à présent met la région puis le monde entier davantage au bord d'un drame global. Les Iraniens et les Israéliens vont mourir sous les bombes. Voilà ce que dit le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Voilà quelques réactions effectivement des têtes d'affiche de la France insoumise. C'est des positions qui rejoignent finalement la position du gouvernement socialiste espagnol qui est presque c'est pas presque, position anti-israélienne, anti-américain. Oui, en effet. Après, on peut s'y attendre de la part de cette extrême gauche qu'ils aient une position anti-Israël. Moi, ce que je trouve un peu plus intéressant, c'est de regarder du côté des conséquences politiques pour Donald Trump et de sa base MAGA avec cette attaque contre l'Iran. Car là aussi, il y a deux approches, deux écoles. Moi, au millénaire, on a théorisé deux courants au sein du mouvement MAGA, les MAGA impérialistes et les MAGA nationalistes. D'un côté, vous avez les MAGA impérialistes qui sont des sortes de néoconservateurs recyclés, comme Lindsey Graham ou Marco Rubio, qui faisaient la promotion d'une méthode dure à l'encontre de l'Iran avec des interventions militaires. Et à côté, vous avez les MAGA nationalistes qui ont une vision d'une Amérique qui devrait être non interventionniste. Et eux aussi ont fortement critiqué ces frappes américaines à l'encontre de l'Iran. Et là, je pense à des personnalités comme Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson ou également Thomas Massie. Mais c'est quand même à contre-courant de ce que disent beaucoup d'États. On va pouvoir, je ne sais pas si on a la possibilité d'écouter peut-être le président français, Emmanuel Macron, mais on a entendu tout au long de la journée les positions allemandes, britanniques, françaises. Aucun État de l'Union européenne n'a condamné les frappes américaines comme a pu le faire le gouvernement espagnol et comme ont pu le faire ces dirigeants ou en tout cas ces élus de la France insoumise. On va écouter Emmanuel Macron qui s'exprimait à la suite d'un conseil donc de sécurité. C'était tout à l'heure à l'Élysée aux alentours de 18h. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. Voilà, la France qui n'a été ni prévenue et qui n'est pas impliquée. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, des propos qu'on va pouvoir commenter dans un instant. Mais juste avant, on fait un nouveau point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot. Rebonsoir.
Outre la mort de l'ayatollah Khamenei. Oui, juste après, je donne la parole à Sean qui patiente depuis tout à l'heure, mais je reviens vers vous, Lina. Je voudrais juste compléter les propos de Monsieur Le Sommier. La grande hantise de Donald Trump est de rester mobilisé au Moyen-Orient et que cette guerre soit une guerre longue et non pas une guerre courte. Parce que, il faut le préciser, il n'a pas notifié le Congrès de ses actions militaires et son opposition l'attend au tournant sur ce sujet-là. Que ce soit une opposition républicaine, je pense à Thomas Macy, ou démocrate comme Ro Khanna. Il n'a pas notifié le Congrès de ces attaques en Iran et donc si cette guerre se prolonge, ce sera un réel problème pour lui. Lina. Oui, je voulais vous dire que le lion qu'ils emploient et qu'ils ont utilisé. Le corps du guide suprême. Un commentaire sur cette image, on en avait vu une déjà tout au début de l'émission, où on voyait la joie des Iraniens. Sean, cette image, elle montre à quel point le peuple iranien est libéré. Lui qui était oppressé depuis plusieurs années. Certains sont morts d'ailleurs lors de ces manifestations récentes. Des milliers d'Iraniens sont morts après une répression sanglante du gouvernement iranien. Mais c'est vrai que c'était très attendu de la part du peuple iranien. Et c'est pour ça, et il faut insister aussi, c'est un moment historique que l'on vit ce soir avec la possible chute, encore une fois, employant du conditionnel, mais du régime iranien. Oui, c'est un moment historique. Le peuple iranien était sous le joug du régime depuis la révolution de 1979. Et je pense que ces images, c'est ce que Trump espérait en menant ses frappes. Parce que lui ne veut pas mener de ce que les Américains surnomment « forever wars », ces guerres sans fin où il y a des interventions de militaires américains sur le sol. Là, il mène des frappes. Et lui, ensuite, Donald Trump espère que les Iraniens feront le travail sur place, donc que la rue fera son travail et qu'on verra un changement de régime en Iran. C'est le pari de Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump et Benjamin Netanyahou avaient appelé le peuple iranien à se soulever, à se saisir de cette opportunité qui leur était offerte. Effectivement, quand on les voit dans ces rues de Téhéran célébrer la mort donc d'Ali Khamenei. Ils vont aujourd'hui, donc a priori, on est quand même dans un quartier. Lui avait peut-être pris au sérieux tous ces signaux. Mais il y a une petite blague. Et puis après, Michel, alors juste après la petite blague, si vous me permettez, parce qu'il y a Sean qui patiente. Mais ce qui est intéressant sur cette stratégie, on peut surnommer ça de l'enfumage de Donald Trump, c'est qu'en fait, il y a deux approches américaines sur comment gérer ce problème iranien, entre guillemets. Il y a une première logique qui est celle des négociations et ça a découlé à l'accord d'Obama de 2015. Donc c'est négocier, arriver à un accord. Et la seconde logique, c'est celle du rapport de force et de la frappe militaire. Et là, on voit Trump hésiter entre les deux. Vous l'avez évoqué en juin, c'est la même approche. Ensuite, il y a eu l'opération Midnight Hammer. Et là, même chose. Il se met en porte-à-faux avec sa base à qui il a promis de ne pas intervenir. Et le lendemain, il arrête la guerre. Il rentre dans les clous. Il dit, regardez, j'ai rempli le contrat et je suis toujours dans America First. Non, mais c'est important parce que si Trump se met à ressembler à Bush, c'est fini. Le pacte qu'il a passé, et je citais Tucker Carlson et Kirk tout à l'heure, mais Charlie Kirk, mais il y a également Joe Rogan, il y a toute la base trumpiste le tient. Lui somme de rendre des comptes sur cette question. Marjorie Greene Taylor, sur cette question et d'autres, a fait sécession. Mais c'est très important parce que aux États-Unis, vous savez, c'est un pays où on vote très peu, les États-Unis. Celui qui gagne, c'est celui qui arrive à mobiliser sa base d'abord. C'est la première chose. Et là, ce qui va se passer avec les midterms, les démocrates sont extrêmement décevants. Il n'y a pas eu d'opposition qui sont... Alors, il y en a quelques têtes qui commencent à pointer, mais il n'y a pas... On arrive au mi-mandat de Donald Trump. Quand Barack Obama quand la fusée Barack Obama a démarré, c'était avant la fin des deux premières années du gouvernement en poste. Là, vous avez personne véritablement. Vous avez les Clinton qui sont englués dans l'affaire Epstein. Obama également via son ancienne conseillère qui apparaît. Enfin bref, ils sont à tonnes. Alors il y a quelques personnalités qui émergent, mais si vous voulez, donc on est là et Donald Trump sait qu'il faut qu'il mobilise les siens. Il ne peut pas se départir, sinon il va perdre ses élections. Et s'il perd ses élections de façon massive, eh bien, il va y avoir des commissions d'enquête dans tous les sens
et une procédure de destitution. Il y a matière à faire. Les démocrates vont s'en donner à cœur joie et du coup Donald Trump ne pourra plus rien faire. Voilà. Sean, Mais juste vous n'aviez pas fini, il me semble. Non, c'est juste pour illustrer. Voilà, Donald Trump jouait sur ces deux logiques. Voilà, l'approche de la négociation, du deal, mais ensuite également celui du rapport de force militaire et des interventions militaires. Et il a joué sur ces deux logiques et je crois qu'il était indécis un certain temps. Mais je crois que les manifestations en Iran et ensuite la pression interne autour de lui lui ont fait sauter le pas et opter pour la stratégie militaire. À agir. Michel et puis après Elina.